Une nouvelle chronique aujourd'hui pour aborder les mythes et légendes qu'on entend parfois à propos des drogues. Alors la toxicomanie, c'est un univers qui fait souvent très peur dans l'inconscient collectif, et cette peur est d'ailleurs souvent utilisée dans le cadre de campagnes de sensibilisation avec plus ou moins de succès, et s'accompagne malheureusement d'un discours qui est parfois mensonger. Alors moi je comprends bien les raisons qui peuvent pousser à volontairement amplifier certains aspects de la toxicomanie pour faire flipper et éloigner les petits des conduites à risque, mais comme j'ai déjà dit, je pense que cette approche peut avoir l'effet inverse de celui qu'on cherchait à la base. En fait, tant que la personne va rester loin des drogues, tout va bien, mais le problème se situe plutôt pour tous ceux qui vont dépasser ces peurs et vont par exemple fumer leur premier joint ou faire leurs premières expériences avec une drogue plus dure. Et à ce stade, les usagers peuvent parfois s'apercevoir d'un certain décalage qui existe entre les discours de sensibilisation qu'ils entendent et la réalité des expériences qu'ils vivent. Du coup, le discours des adultes va immédiatement perdre en crédibilité et ces mêmes jeunes peuvent être tentés de se forger leur propre expérience puisqu'ils peuvent plus se fier à ce qu'ils entendent et de là potentiellement aller effectivement vers des conduites à risque. Mais revenons-en au sujet. Donc il y a effectivement énormément de mythes et légendes qui entourent les produits stupéfiants et leurs usages. On entend clairement tout et n'importe quoi, qu'il s'agisse de certains consommateurs mythos ou même directement via des assos qui sont financés par l'État lui-même et qui ont pignon sur rue. Donc je vais essayer de faire une petite liste des choses que j'ai pu lire ou entendre tout au long de mon parcours et essayer tant bien que mal de rétablir un peu de vérité sur certains faits. Première légende, l'héroïne ne se prend qu'en injection. En effet, dans l'imaginaire collectif, l'héroïne s'accompagne souvent de l'image d'une seringue. Mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé de s'injecter sa cam. Le produit s'achète sous forme de poudre qui peut être effectivement injectée, mais elle peut aussi être sniffée ou fumée. D'ailleurs, très souvent, la première prise n'est pas injectée. Faut dire que ce mode d'administration est quand même particulièrement intrusif, puisqu'on doit se transpercer la peau avec une aiguille. En plus de ça, il est plus compliqué que les autres puisqu'il faut du matériel, et aussi une certaine connaissance pratique. Donc tout ça fait que la première fois, par facilité et par peur, les consommateurs vont souvent préférer sniffer ou fumer leur cam. Autre chose, les consommateurs d'héros peuvent tout à fait rester sur ces modes d'administration tout au long de leur parcours sans jamais passer à l'injection. Donc héroïne ne rime pas forcément avec seringue. Et petite parenthèse pendant que je suis sur ce produit, faut savoir que dans les modes d'administration que je viens de citer, contrairement à ce qu'on pourrait penser, fumer de la cam, ça accroche beaucoup plus que de la sniffer. C'est notamment dû au fait que les effets arrivent beaucoup plus rapidement quand on fume sa rabla. Donc en fait, pour pénétrer dans notre organisme, le produit a besoin de passer dans notre sang. Quand on s'injecte le produit, on le met directement dans nos veines, donc là au moins c'est clair. Par contre, quand on le sniffe ou qu'on le fume, le produit passe dans le sang par capillarité. Or, il y a beaucoup plus de vaisseaux sanguins dans nos poumons que dans nos narines parce que la surface des poumons est très grande. Donc quand on fume sa cam, dès que la fumée arrive dans nos poumons, la montée est quasi immédiate, en fait c'est juste une question de secondes. Quand on sniffe en revanche, faut attendre quelques minutes avant de ressentir les effets. Et on va noter au passage que les effets dureront moins longtemps quand l'héros est fumé. Donc tout ça fait que la dépendance s'installera souvent plus vite et sera plus forte pour les usagers qui vont fumer plutôt que ceux qui vont sniffer la rabla. Voilà, c'est juste un truc à savoir. Deuxième mythe qu'on entend parfois, les acides sont corrosifs. Donc faut savoir que le LSD il se présente sous forme liquide. Donc ce liquide il est déposé sur du papier buvard et on va avaler ce petit buvard et attendre le temps de la digestion pour commencer à ressentir les effets du produit. Donc le problème c'est comme la taille d'un buvard est vraiment très petite, ça fait juste quelques millimètres de côté, et qu'en plus de ça pèse rien du tout, il y a parfois des gens qui galèrent à l'avaler. En fait des fois ça va se coller sur le palais ou derrière une dent, etc. Et on entend parfois des gens qui nous racontent que ce petit bout de carton est tellement corrosif qu'il peut nous ronger les dents très rapidement, voire même dans le pire des cas nous les faire tomber. Alors déjà, première chose, c'est pas parce qu'on parle d'acide qu'un trip a un pH acide. En fait, c'est même l'inverse, c'est plutôt basique. Donc comparer un trip à de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique, c'est juste complètement con, chimiquement parlant. Deuxième chose, le LSD est une substance qui est particulièrement puissante. La quantité de principe actif qui est posée sur nos buvards, elle se situe entre 50 et 150 microgrammes en fonction des tripes. Et donc oui, je parle bien de microgrammes et pas de milligrammes. Donc vous imaginez bien que c'est pas ce genre de dose infime qui pourrait avoir un quelconque effet corrosif sur le corps. C'est complètement con. Et dernière petite légende à propos du LSD, parce que celle-ci elle me fait vraiment bien rire. Donc les motifs dessinés sur les cartons n'ont rien à voir avec les hallucinations qu'on pourra avoir pendant le trip. Je vous parle de ça parce que c'est du vécu, j'ai déjà entendu ce genre de conneries. C'est pas parce qu'il y a Mario sur votre tonkar que vous allez vous retrouver catapulté dans le jeu vidéo Mario Bros pendant 7 heures. C'est juste du grand n'importe quoi.
En tout cas, si jamais il vous est arrivé d'expérimenter des alus qui étaient en symbiose avec les motifs de votre trip, je pense que c'est simplement parce que vous étiez peut-être tellement convaincu de ce truc-là que vous avez vous-même orienté inconsciemment vos visions sans le savoir. Donc globalement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mythes qui entourent le LSD. Donc je sais pas pourquoi, c'est peut-être lié à la puissance du produit, à son histoire, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on entend quand même pas mal de conneries à propos de ce produit. Troisième légende qu'on entend parfois, alors là je vais être très court parce que c'est plutôt une question de prononciation cette fois-ci. Donc la méthamphétamine n'existe pas. On parle de méthamphétamine, mais la méthamphétamine, ça n'existe pas. Voilà, je dis ça parce qu'en fait ça m'énerve de lire sur des sites ou dans des revues qui se veulent spécialiser méthamphétamine. Donc c'était juste pour rétablir ce petit bout de vérité. Quatrième mytho, on trouve des psylos principalement dans les bouses de vaches. Donc là, je vais pas dire que ça peut pas arriver de trouver des champottes dans des bouses, mais en fait, on en trouve surtout dans l'herbe tout simplement. Donc moi, perso, ma meilleure cueillette, c'était pas dans un champ de vaches, mais c'était dans un champ où il y avait des moutons. Et j'ai trouvé aucun champi dans des merdes. Donc, par pitié, quoi, arrêtez vos conneries avec vos psylos dans les bouses. C'est juste complètement débile. Cinquième légende, on commence par un joint, on finit avec une seringue. Alors donc ça, c'est le fameux mythe de l'escalade qui est souvent utilisé dans les campagnes de prévention. Donc sur ça, je vais être très clair, ce genre de truc, il fonctionne peut-être dans un sens, mais certainement pas dans l'autre. Donc effectivement, c'est fort probable que les consommateurs d'héroïne aient déjà fumé un bédo, puisqu'on va dire que c'est quand même rare de commencer directement par de la cam, mais l'inverse est complètement faux. Donc je tiens juste à rappeler quelques chiffres. En 2014, 48% des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà fumé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie. Il y a 17 millions de personnes en France qui ont consommé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie, et ça fait à peu près 35% de la population. Et à contrario, on est plutôt aux alentours de 1% de jeunes de 17 ans qui ont déjà consommé de la rabla, ça fait 600 000 personnes en France, soit à peu près 0,1% de la population. Donc je pense que ces chiffres seraient complètement différents si le mythe de l'escalade était vrai. Donc cela dit, je dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui vont malheureusement escalader et passer de produit en produit, mais je pense que c'est surtout lié à un ensemble de facteurs complexes. Je sais pas, l'histoire de la personne, son niveau de vie, son environnement familial, son entourage, peut-être également des facteurs de prédisposition génétique. Donc, enfin, moi perso, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que ça peut parfois expliquer pourquoi certains vont plus facilement entrer dans des conduites à risque. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on peut pas du tout réduire ça au cannabis lui-même. Donc, pour moi, ce mythe de l'escalade, c'est juste complètement con. Et voilà, c'est un truc qu'on entend souvent, mais pour moi, vraiment, ça n'a pas de sens. Autre légende qu'on entend parfois, il suffit d'avoir de la volonté pour arrêter la drogue. Alors je rappelle à tous ceux qui pensent ça que la toxicomanie c'est avant tout une maladie, que l'immense majorité des toxicomanes y souhaitent tous s'en sortir. Alors moi je connais personne qui se complaise dans une vie de galère et de souffrance permanente. D'ailleurs en général tous ces gens vont témoigner d'une énorme volonté quoi qu'on en dise, mais c'est vrai que parfois la volonté elle suffit pas, c'est comme ça. Une démarche de soins sur le long terme incluant une aide psychologique et parfois médicamenteuse est nécessaire pour s'en sortir, mais malgré tout, les parcours des toxicomanes sont souvent compliqués, voilà, c'est comme ça. Donc non, il suffit pas d'avoir de la volonté pour s'en sortir. En tout cas, c'est peut-être vrai pour quelques-uns, mais certainement pas pour tout le monde. Autre mythe, t'en prends une fois et t'es accro. Alors cette petite phrase, elle peut être déclinée avec pas mal de drogues, héroïne, cocaïne, ecstasy, crack, etc. En général, toutes les drogues dures. Donc en fait, je dis pas que c'est faux, mais plutôt que c'est pas forcément vrai. Donc moi je connais énormément de gens qui ont goûté à pas mal de drogues quelques fois seulement et qui sont pas devenus toxicomanes pour autant. Alors ça dit c'est comme tout, il y a des chances pour qu'après avoir goûté un prod qui vous ait fait passer un super moment, vous gardiez en tête les côtés positifs et que vous ayez envie d'en reprendre quand vous en aurez l'occasion. Je rappelle juste qu'on n'est pas tous égaux face à la dépendance, et donc c'est pas parce qu'on va prendre un tasse un soir qu'on va immédiatement se ruer sur son dealer le lendemain pour en reprendre. Je dirais qu'il y a simplement des personnalités à risque qui peuvent plus facilement que d'autres perdre leur liberté face aux produits. Donc mieux vaut prévenir que guérir, c'est clair. Moi je vais jamais prôner la consommation de drogue, mais de là à dire que prendre une fois une drogue va nous faire immédiatement devenir toxicomane, moi je pense qu'il y a de la marge. Par contre, on pourrait dire que prendre de la drogue dure, c'est quelque chose qui est très risqué,
puisqu'il y a de fortes chances que ça nous plaise et qu'on y revienne. Voilà, ça c'est plutôt une formulation qui me conviendrait mieux. Et je terminerai là cette petite chronique avec cette magnifique phrase: l'alcool n'est pas une drogue. Donc pour répondre à ça, moi je vais prendre la définition du mot drogue dans le Petit Larousse. Une drogue est une substance dont l'usage excessif est toxique en raison de la dépendance qu'il crée chez l'utilisateur. Deuxième définition: une drogue est une substance psychotrope naturelle ou synthétique qui conduit au désir de continuer à la consommer pour retrouver la sensation de bien-être qu'elle procure. Et je vais aussi donner un petit chiffre. En 2014, il y avait 9 millions de consommateurs d'alcool réguliers en France. Donc régulier, ça veut dire au moins 3 consos dans la semaine. Il y a 31% des buveurs de 18 à 75 ans qui sont considérés comme étant un risque. Et un dernier chiffre, entre 40 et 50 000 morts par an liés à l'alcool en France ces dernières années. Donc pour moi tout ça, ça montre bien que l'alcool est une drogue. Ça peut même devenir une drogue extrêmement dure au même titre que l'héroïne pour certains. Je vous renvoie d'ailleurs sur la chronique que j'ai consacrée à ce produit pour vous donner un petit aperçu des conséquences que peuvent entraîner une conso d'alcool non maîtrisée. Donc voilà, moi je dirais que l'alcool en fait c'est comme tout, c'est-à-dire pris dans des quantités raisonnables, il n'y a pas de souci, mais que l'abus sur le long terme peut induire une dépendance extrêmement forte. Donc oui, selon moi, l'alcool est bien une drogue. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma chronique. Je sais qu'il y a pas mal d'autres délires qu'on a tous entendus ici et là, du type la kétamine indienne, le shit coupé, je sais pas quelle drogue dure, voilà, tout ce genre de trucs complètement cons. Mais donc moi, c'est vrai que là, j'ai volontairement réduit le nombre d'exemples. Je me suis focalisé sur ceux qui me semblaient les plus répandus et surtout ceux sur lesquels je pouvais un peu développer mon point de vue. Voilà.